Évidemment, par ailleurs, les populations ont tendance à être assez près de la mer plutôt qu'à l'intérieur des terres. Et l'urbanisation, elle se fait proche des côtes. Veolia est un leader sur ce marché du dessalement. On vient de mettre en place un certain nombre d'installations à Aldour, à Malquain. Je pourrais en citer d'autres. Ce que l'on reproche classiquement au dessalement, c'est que c'est très énergivore, ce qui est vrai. La bonne nouvelle, c'est que ça l'est de moins en moins. C'est-à-dire que grâce à de l'innovation, à de la R&D, on consomme de moins en moins d'énergie pour dessaler de l'eau de mer. Et par ailleurs, en sorte que cette énergie soit de l'énergie verte. Et donc, je voulais vous donner un exemple. À Sour, en Oman, nous avons gagné en 2022 et ouvert récemment une centrale photovoltaïque d'une capacité de 17 mégawatts, qui a été mise en service il y a quelques semaines tout juste, et qui permet d'être une usine de dessalement d'eau de mer juste à côté. C'est 300 000 tonnes de CO2 qui sont économisées tous les ans. Donc c'est de l'énergie verte. Alors, le recyclage des eaux usées, que j'ai cité tout de suite, il est beaucoup moins connu et pour autant très développé. Un des exemples que j'aime à citer, un peu celui par exemple de la Jordanie, où grâce à une installation Veolia, une station d'épuration, on est en charge de 10% de l'irrigation du pays. En charge indirectement, bien évidemment, il y a des pouvoirs publics associés, mais enfin l'eau qui est issue de stations d'épuration permet d'irriguer 10% du pays. Très significatif. Nous avons évidemment des expériences très nombreuses au Maroc, à Abu Dhabi et à différents endroits. Évidemment, ça ne se fait pas sans un certain nombre de précautions, mais aujourd'hui, les technologies, les savoir-faire sont prêts pour aller jusqu'à un niveau qui permet même d'imaginer de produire de l'eau potable. Et c'est ce que l'on fait, par exemple, à Windhoek en Namibie, pour vous donner une idée. Donc on est capable d'aller jusqu'à ce niveau-là pour retraiter des eaux usées. Alors, les eaux usées retraitées, ça a un avantage important, c'est que c'est quand même un tiers moins cher que le dessalement d'eau de mer. Et par ailleurs, plus l'urbanisation augmente, et plus on a de l'eau usée à utiliser. Donc finalement, c'est un cercle très vertueux qui est complémentaire d'autres types de solutions. Je l'ai évoqué aussi, le troisième élément du triptyque, c'est bien sûr les économies d'eau, la sobriété. Et là, on pense évidemment à toutes les fuites dans les distributions de réseaux d'eau qui vont depuis les endroits les mieux équipés de 5 jusqu'à... alors le pire exemple que j'ai en tête, mais ne le répétez pas, c'est les États-Unis, qui est à peu près à 50% en moyenne de fuites dans les réseaux d'eau. Et donc, on a toute la palette, en fonction des pays, de types de taux de fuite dans ces réseaux. Et pour arriver à diminuer des capteurs, de l'intelligence artificielle, du digital, ça permet, pour faire simple, de détecter les fuites avant qu'elles arrivent et donc d'intervenir à un endroit spécifique plutôt que de le faire de façon, j'ai envie de dire, aveugle. Donc vous voyez un triptyque de solutions, du dessalement qui est de moins en moins énergivore, de la réutilisation des eaux usées et de la sobriété hydrique. C'est des choses que l'on fait déjà et que l'on peut faire encore plus. Alors, pour arriver à protéger la ressource en eau, un sujet majeur, c'est de traiter les déchets dangereux. C'est quelque chose dont on parle moins et que l'on conçoit moins. Mais avec l'industrialisation de tous vos pays, qui est en marche très très rapide, viennent un certain nombre de polluants que potentiellement rejetteraient ces industries. Et je crois que c'est tout à l'honneur d'un certain nombre de pays de mettre en place des standards environnementaux pour éviter que ça finisse dans la nature, dans la mer, dans les rivières, et après nous empêche de déployer ces solutions. Et donc, il faut les traiter, ces déchets dangereux, c'est très spécifique, il faut des chimistes, il faut des technologies assez avancées. Et nous l'avons déployé donc, aux Émirats arabes unis, où on traite déjà 3 millions de tonnes de déchets dangereux tous les ans. Et récemment, donc, à Ruwais, Abu Dhabi, où nous venons de signer un très gros contrat sur une raffinerie qui, si mes souvenirs sont bons, traite 5% du pétrole mondial, comme vous le savez très certainement, mais je me permets de rappeler ce chiffre. Et donc,
on voit bien que là aussi, il y a des solutions pour arriver à faire en sorte de préserver finalement l'environnement naturel, même quand on a une industrialisation qui est très rapide. Troisième sujet sur l'énergie. Alors l'énergie, je ne vais pas vous parler d'énergie au sens de l'hydrogène ou des grands projets très importants. Moi, je répète régulièrement que c'est dans le Golfe qu'est le plus grand projet d'hydrogène mondial à ma connaissance. Le second est en Australie. Je pense que c'est quelque chose qui avance très vite. Je voudrais vous parler de quelque chose qui est moins connu, qui est l'énergie locale, l'énergie produite à partir de ce dont personne ne veut, que ce soit des déchets, des eaux usées d'ailleurs, du biogaz, parce que c'est une énergie qui n'est pas forcément très chère et qui est souveraine par définition. On en a sous nos pieds. Un exemple, à Dubaï, on exploite depuis l'automne dernier une usine de biométhanisation à partir de bouts de stations d'épuration. Au Maroc, ou à Tanger, nous, depuis 10 ans, l'usine Renault, qui est implantée à Tanger, est alimentée en énergie à partir des graignons d'olive, combustible dont il y a naturellement beaucoup sur place, compte tenu de la forte production d'olives dans la région, ce qui permet d'être une usine, la première usine automobile à ma connaissance au monde avec 0 rejet de CO2. Donc de la même façon qu'on dit quelquefois 0 rejet d'eau, 0 rejet de CO2. Je crois que c'est très significatif aussi. Et puis évidemment les économies d'énergie, alors certains mal renseignés sont toujours très surpris quand je leur dis qu'un des endroits où on a une activité la plus intense et la plus efficace en termes d'économie d'énergie, c'est le Golfe. Ils disent, attendez Estelle, il n'y a pas besoin de faire des économies d'énergie dans un endroit qui naturellement a une énergie abondante, une énergie fossile abondante. Et pour autant, notre filiale Enova a développé depuis maintenant des années toute une série de technologies avec, pour le compte des hôpitaux, des centres commerciaux, des aéroports, avec un fort développement, où globalement, avec des technologies, des capteurs, du digital, de l'intelligence artificielle et beaucoup d'expérience, on fait 20-30 d'économies d'énergie sans modifier de façon majeure le bâtiment. Et ce sont des services qui sont de plus en plus demandés et sur lesquels, là, j'ai envie de dire que par rapport à la relation entre la France et les pays arabes, ça marche plutôt dans l'autre sens, au sens où toute cette expérience accumulée dans les pays du Golfe, on la reprend, j'allais dire, pour en faire bénéficier un certain nombre de pays européens, parce qu'on est très en avance sur ce sujet. Vous l'avez compris, pour Veolia, les pays arabes, qu'ils soient dans le Golfe ou le Maghreb arabe, ce sont des pays sur lesquels on a investi depuis longtemps, du temps, de l'énergie, des équipes, et de l'argent, bien sûr, depuis 20 ans pour les pays du Maghreb arabe, jusqu'à plutôt 40 ans dans les pays du Golfe. C'est 1 milliard de chiffre d'affaires et plus d'1,5 milliard en Afrique du Nord. Donc c'est quelque chose de très significatif qui croît fortement pour nous et nous sommes très contents. Et ce sont des endroits de projets innovants, à haute valeur ajoutée, sur lequel là aussi il y a beaucoup d'expérience que l'on peut tirer. Alors, parce que la façon de développer nos activités chez Veolia, c'est vrai que de ce point de vue-là, je pense qu'on est une entreprise très spécifique parce qu'on est très multilocale. On a un patron marocain au Maroc, pour vous donner une idée, ou une saoudienne qui est en charge de nos activités d'Enova en Arabie Saoudite. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est la fertilisation croisée de toutes ces expériences dans les pays qui nous permet d'avancer et de travailler sur la suite. C'est de l'innovation, c'est de la diversité, c'est les meilleurs standards internationaux, vous l'imaginez bien, et donc une approche très multilocale en faisant bénéficier de tout ce qu'un groupe mondial leader de son métier peut apporter également en matière de recherche et développement ou d'innovation. Vous l'avez compris,
sujet majeur qui nous occupe, vos populations, vos enfants, qui les préoccupe. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des solutions et que je pense que notre boulot à tous, c'est de faire en sorte qu'on les déploie encore plus vite et qu'on accélère. On a fait d'ailleurs un baromètre avec la société ELAB dans 24 pays dans le monde, dans un certain nombre dans vos qui nous le confirme. Quel que soit l'endroit où on pose la question, les populations ont compris que le coût de l'inaction serait ça plus important que le coût de l'action et que c'est le moment, c'est maintenant. Donc j'ai envie de placer en mot de conclusion cette pression finalement amicale et angoissée parfois des populations, des enfants sur nos épaules, en se disant peut-être que ce sommet économique France-pays arabes pourrait contribuer à faire en sorte que nous accélérions le déploiement de ces solutions. Merci.